Salam alaikum, bonsoir à tout le monde et on est très heureux de reprendre ce cours de rythmologie avancée et de stimulation cardiaque avancée. Et aujourd'hui, la première session en anglais, c'était une session en rapport avec euh, le suivi des défibrillateurs, en l'occurrence triple chambre ou des pacemakers triple chambre de la société Medtronic et que je remercie généreusement aujourd'hui pour nous avoir donné la présentation pour être dans la même version française qu'anglaise et on va essayer ensemble de façon très brève de voir les points essentiels qui ont présenté au niveau de cette présentation. Les objectifs de tout suivi d'un pacemaker, ça veut dire c'est qu'il faut tout d'abord insister sur une méthodologie systématique. Ça veut dire qu'il faut avoir une approche systématique du suivi. Et surtout, il faut avoir un listing pour ne rien oublier. Et même si on fait déférer ce travail de l'un de nos équipes ou l'un de nos collègues, on sait très bien que tout le monde il va faire la programmation, il va faire l'interrogation de ce pacemaker de la même manière et il faut à la fin de cette interrogation s'assurer d'avoir identifié de façon pertinente toutes les informations dont on a besoin et voire même il faut avoir des checklists à côté qu'on va remplir de façon méthodique pour ne rien oublier. La checklist proposée pour la société Medtronic, et je pense que c'est une checklist qu'on peut faire élargir pour toutes les marques de défibrillateurs de pacemaker, c'est la checklist ou l'acronyme de PBL Stop. P pour dire Presenting Rhythm, ou tout simplement le rythme sous-jacent du patient. Est-ce qu'il est en rythme quel est son rythme? Est-ce qu'il est en BAV? Est-ce qu'il est en rythme sinusal? Est-ce qu'il est en fibrillation atriale? C'est très important de savoir on est dans quel rythme et quelle programmation il aura besoin. La deuxième chose, c'est le B, c'est pour la batterie. Et on doit voir un peu le statut de la batterie, la longévité et le voltage et l'impédance. Et troisième chose, le L, c'est pour les leads. Ça veut dire c'est les sondes. On doit vérifier leur impédance. Le S, c'est le sensing. Et c'est surtout la détection, ça veut dire, dans ce sens plus précis, on veut dire l'amplitude de l'onde R et l'amplitude de l'onde P. Le T pour dire threshold, mais c'est surtout, en français, c'est le seuil. Ça veut dire on veut vérifier le seuil. On est dans un triple chambre, ça veut dire on doit vérifier les trois seuils. Le seuil atrial, le seuil ventriculaire droit et le seuil ventriculaire gauche. Et puis, on va aller voir les observations. Ici, c'est surtout les épisodes enregistrés en termes d'arythmie, mais on va peut voir également les compteurs. On peut avoir est-ce que le pourcentage de la stimulation ventriculaire et on peut également aller voir l'optivol, ça veut dire, ou l'optiflow, l'optivol, ça veut dire l'impédance thoracique. Est-ce qu'il a enregistré des épisodes d'insuffisance cardiaque infraclinique? Grosso modo, le tableau initial, les données, le résumé, il peut se présenter de cette façon. Et vous voyez qu'on est dans le P, ça veut dire qui est le présenter un rythme. C'est surtout en haut que vous voyez au niveau de l'écran. Vous voyez ici que nous avons normalement ici, nous avons un tracé qui va défiler de façon continue. Ça, c'est une image, c'est fixe. Et on va voir les marqueurs, on va voir un far-field de 2CG représenté au niveau de cet écran. Souvent, au niveau des défibrillateurs, on n'a pas besoin de brancher le CG. Si on peut se contenter des far-fields et on va voir également le rythme, comment il est. Et de façon globale, on peut voir un peu la majorité des informations dont on a besoin. Et puis, on peut accéder directement à travers ces petits boutons que je mis en valeur. On peut accéder à travers ces boutons-là pour aller voir plus d'informations au niveau des programmateurs.
Et il faut noter qu'à gauche également, à droite également, on a une partie paramètres sur laquelle on peut entrer et ajuster la programmation. Nous avons la partie test qui nous intéresse surtout au niveau de cette partie. Et puis nous avons au niveau des data, on peut avoir les histogrammes, on peut avoir les courbes de la présentation. Et puis, à la fin, nous avons les informations des patients pour vérifier la date d'implantation, est-ce que c'est un upgrading ou tout simplement c'est une implantation primitive, la date des sondes, est-ce que ça correspond à la date du boîtier ou pas. Donc toutes ces informations, on peut les trouver ici. Et puis nous avons surtout, au niveau de ces observations, vous avez au niveau de ce rectangle-là, on peut avoir des informations utiles pour l'appareil qui va nous montrer est-ce qu'il y avait un tachycardie, est-ce qu'il y avait un épisode de fréquence atriale élevée, est-ce qu'il y a une augmentation au niveau de l'impédance thoracique, etc. Et puis vous voyez également que nous avons grosso modo le mode représenté avec la fréquence maximale et fréquence de tracking maximale et fréquence minimale, la charge de la fibrillation atriale, le pourcentage de stimulation à SVP et à droite ici au niveau de ces courbes, c'est en général, c'est les seuils. euh, et c'est l'amplitude de l'onde P et l'amplitude de l'onde R. Mais on peut avoir des impédances également dans certains logiciels. Le rythme présentant, comme le l'avait montré tout à l'heure, c'est cette partie, on va voir au niveau de ce far field, on va voir euh, de quoi s'agit-il, on va voir le tracé avec les marqueurs. Et on va voir en temps réel la fréquence cardiaque qui va changer en fonction. Et puis, c'est ce qu'on a dit également, que on va voir au niveau de cette partie le pourcentage de la stimulation, le pourcentage, le AS, c'est-à-dire les activités atriales spontanées, et VS, c'est l'activité ventriculaire spontanée. Ça veut dire est-ce que le patient est dépendant ou pas. Et puis, à la fin, il faut savoir que cet ECG qu'il représente ici, c'est un far field et non pas un ECG réel, mais on peut tout simplement l'assimiler à un ECG en termes de largeur et en termes de QRS fin et de QRS large. Deuxième chose, c'est le statut de la batterie. La raison principale ou l'information principale, c'est la longévité qui est représentée ici. Et on peut aller voir plus d'informations. Vous voyez que on va avoir la longévité, on va avoir le voltage et on va avoir l'impédance. Et ces informations en général, elles permettent de définir est-ce qu'on est dans fin de vie, fin de service, est-ce que la batterie, elle est arrivée au l'indice électif de remplacement, ça veut dire dans les 3 mois, il faut aller rapidement changer ce pacemaker, ce défibrillateur. Et en général, ces informations sont suffisantes. Puis, vous avez également, de l'autre côté, on peut avoir ici, c'est des informations sur la sonde ventriculaire associée. Vous voyez ici, ça, c'est un modèle de défibrillateur triple chambre et on peut retrouver la même chose. Ça veut dire, on va retrouver que nous avons ici un far field qui correspond grosso modo au leadless ECG et nous avons euh, les thresholds, les seuils ici et euh, nous avons les amplitudes mesurées. Et ici, nous avons les impédances des sondes. Et vous voyez ici qu'au niveau de la partie observation, on peut lire qu'il y avait deux chocs pour NTV en zone FV et TV et que les deux chocs étaient avec succès et qu'il y a des alertes qu'il va donner, qu'on doit vérifier ça. Et puis vous avez ici dans le cardiaque compass, là, c'est là on va aller chercher l'impédance thoracique, etc., qui va permettre de dire est-ce que le patient fait de l'insuffisance cardiaque ou pas. Et
Ici, c'est la longévité. Le RRT, ça, c'est l'indice de remplacement électif. Et suivant ce bouton, il va nous faire passer à cet écran qui va nous donner plus d'informations sur la longévité moyenne, la longévité maximale, le voltage de la batterie, le temps de la dernière charge des condensateurs. On peut avoir un peu les shorts VV là, c'est l'algorithme l'IA qui nous permet de chercher des TVNS et de chercher des VV courts qui correspondent à des, à des bruits au niveau de la sonde. Ça veut dire que la sonde, elle devient défaillante avec des fractures peut-être. Et puis nous avons à côté également les impédances de la défibrillation, l'impédance des sondes atriale, ventriculaire droite et ventriculaire gauche. Les sondes classiques, là, il ne faut pas qu'elles dépassent une valeur de 1500 en général, sinon on doit adopter sur une fracture. Et puis, il va nous donner une idée sur le sensing et aussi. On va voir l'amplitude de l'onde de P, l'amplitude de l'onde de R, parce que c'est un élément qui est important. Et est-ce qu'on a ou non une alerte de remplacer ce stimulateur? Après ces valeurs affichées, les impédances en général, on a touché un mot. Les impédances en général, il va n'en parler que est-ce qu'il y a un défaut de contact à un certain moment depuis le boîtier jusqu'à le myocarde. Et lorsque ça dépasse 2000 en général, ça devient très inquiétant et il faut aller vérifier est-ce qu'on n'a pas une fracture de sonde. Et l'impédance ou l'impédance de la défibrillation, vous voyez ici que nous avons, c'est aux alentours de 39 ohms et ça correspond, on l'appelle en français également l'impédance de choc, donc elle ne doit pas dépasser le 200 ohms. Si ça dépasse le 200 ohms, il y a un problème avec la sonde de défibrillation. Et puis nous avons lorsque nous avons des impédances basses, on doit aller vraiment penser à une fuite d'énergie. Ça veut dire que c'est un problème au niveau de l'isolant et on n'a pas au niveau des fils à l'intérieur de la sonde. Et puis vous avez euh, ces impédances, on va les voir ici au niveau de l'écran. On peut avoir un peu une tendance globale, mais si on veut aller plus loin au niveau de ces courbes-là, parce que ça peut nous donner des résumés qui remontent à 80 semaines au niveau de cette partie. Et vous voyez ici que nous avons des points. Et ce qui est important ici, ce n'est pas les valeurs, parce qu'on peut avoir des valeurs normales, alors que nous avons un changement brutal au niveau de ces courbes et que peut correspondre à une fracture très rapidement. Et là également les intervalles VV qui vont donner des intervalles qui ne sont pas physiologiques proches de la région de Blanking. Et deuxièmement, on peut avoir également des aspects qui peuvent correspondre à des TVNS. Nous avons les trois courbes qui sont représentées avec des sondes ventriculaires droite et gauche et atriale et l'impédance de la défibrillation. Vous voyez ici que c'est très stable et j'insiste surtout que la dernière partie, elle représente les 15 derniers jours et que les autres, c'est un peu des impédances moyennes et non pas des incidences instantanées. Ça veut dire minimum, maximum, ils nous donnent des moyennes par semaine qui sont représentées. Et que vous voyez ici qu'au niveau de cette partie, nous avons une augmentation un peu brutale de cette impédance et donc qui va euh, certainement donner une information qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de cette sonde, en l'occurrence ici ventriculaire, et qu'il faut aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Et on peut toujours refaire les mesures. Vous voyez qu'on va passer par les tests vérifier l'impédance des sondes et faire une nouvelle mesure de la date de l'interrogation et qui va nous donner les nouvelles valeurs et qui va rapidement les actualiser et on va les enregistrer. Et il faut vraiment
qu'il faut insister, c'est qu'au niveau des impédances, nous avons des impédances unipolaires et des impédances bipolaires. Et donc, parfois, on a besoin d'aller vérifier les incidences bipolaires avec les incidences unipolaires. Et il faut cocher ce petit cadran ici avec pour que les impédances soient mesurées en unipolaire et en bipolaire de façon automatique sans aller vérifier, changer les polarités et puis refaire des mesures. Alors, voici qu'est-ce que ça donne lorsqu'on demande à mesurer toutes les polarités. Et vous voyez que nous avons plusieurs vecteurs au niveau des nouvelles sondes quadripolaires des métroniques et à peu près 16 vecteurs. Et chaque vecteur, il a une impédance particulière. Soit nous avons les pôles 3 et 4 et nous avons les pôles 1 et 2 et puis les pôles avec la spire des ventricules droits. Et si on a une spire de la veine cave supérieure, ça va également augmenter, mais je pense qu'on n'utilise plus ce genre de sonde. Et donc, ça va permettre de donner chaque impédance pour chaque vecteur de stimulation. Troisième chose, c'est ce qu'on appelle la détection. Ça veut dire on veut savoir à quelle amplitude détectée par l'appareil, qu'est-ce qu'il lit comme onde P, qu'est-ce qu'il lit comme onde R, parce que le seuil, c'est surtout très important pour la détection, pour le sensing de l'appareil, pour son discrimination et surtout pour les compteurs, il faut que les ondes R soient bien représentées en termes de défibrillateur pour les tachycardies ventriculaires. Et ça, c'est une étape très importante au cours de l'implantation parce que il faut vraiment faire attention à soit que le recueil, que l'onde R, que la détection soit parfaite au cours de l'implantation. Sinon, si nous avons une sous-détection où l'onde R est petite à l'implantation, on sait que ce patient va avoir beaucoup de problèmes et va recevoir des chocs inappropriés gratuitement. Et là encore, on peut aller vérifier au niveau de l'écran en haut et de changer les EGM qu'on veut faire mesurer. Et en général, on va choisir le vecteur qu'on a choisi pour, au niveau de la programmation. Et puis à la fin, nous avons cette amplitude, elle peut être représentée par des courbes ici. On peut avoir ici des anomalies qui correspondent à des changements, à des augmentations aux prises des médicaments parfois, à un changement de l'amplitude de l'onde R. Et si ça change, on sait très bien qu'il y a un déplacement de la sonde qu'il faut vérifier. On peut aller plus loin pour voir les courbes. Qu'est-ce que ça représente? C'est toujours la même chose. Les derniers 15 jours c'est une chose, c'est un peu instantané, et puis nous avons des moyennes pour les autres, et nous avons également pour l'onde R, et ça, c'est des éléments qui sont très importants, et on peut avoir des anomalies, des sensing ou des anomalies de l'onde R, en général, lorsqu'on a un changement, un dysfonctionnement de son, soit un déplacement, soit une fracture, soit une anomalie de l'isolant, et me voire même parfois lorsqu'on a des interférences, ça peut changer un peu euh, l'amplitude de l'onde R. Alors, ce qu'il faut savoir en termes de sensibilité des défibrillateurs, que c'est un élément qui est un peu mécanique, qui est dynamique, pardon, et que nous avons, on veut deux choses. On veut que le pacemaker ou le défibrillateur, pardon, il ne détecte pas l'onde T et on veut en même temps que la sensibilité devient très faible pour qu'il détecte des fibrillations ventriculaires de l'ordre de 0,3 millivolts. Et c'est pour la raison pour laquelle il y a des algorithmes avec une sensibilité dynamique qui est très haute, des valeurs de sensibilité très hautes à la détection des QRS, à peu près aux alentours de 50% au niveau de l'onde T et puis ils vont diminuer jusqu'à avoir une valeur proche de 0,3, 0,5 millivolts, ce qui permet de détecter la fibrillation ventriculaire. Et puis si on va aller un peu loin au niveau de la catégorie de stimulation là, ça va nous permettre un peu,
Ça, c'est le cadre général des paramètres qu'on va voir. Ça va nous donner une idée sur la sensibilité. Vous voyez, c'est toujours dynamique. On peut pas changer ces éléments-là au niveau d'un défibrillateur. Nous avons la fréquence au maximal. Nous avons le mode de stimulation qui est DD en général qu'on utilise. Nous avons le mode switch qui est activé. Et vous avez que au niveau de la zone de tachycardie ventriculaire ou de tachycardie de façon générale, on peut un peu avoir une zone FV avec une zone TV qui doit être on. Je pense que personne n'utilise. En situation particulière, on va utiliser des zones de TV lente. Je vous rappelle qu'il y a des recommandations de 2018 de l'HRS, comment programmer ces patients en prévention primaire, en prévention secondaire, et que ce qui est nouveau pour ces pacemakers de Medtronic, c'est qu'on est passé d'un rythme de 12/16 à un rythme de 30/40 pour la détection. Ça veut dire on allonge ça pour la première détection. Alors que pour les choses sont beaucoup moins en deuxième. Pour la redétection, c'est pas la même chose. Et puis, nous avons euh, de l'ATP pendant la charge, et ça, c'est un élément très important qui a changé beaucoup de choses en termes de pronostic des patients. Donc, on a beaucoup de réussite au niveau de ces ATP pendant la charge, et par la suite, nous avons jusqu'à 6 chocs à 35 joules pour ces patients. Et puis, nous avons une partie bradycardie. On va entrer à cette partie bradycardie en cliquant sur cette partie de pacing qui va nous donner un peu les modes, la fréquence minimale, fréquence maximale. On va activer, surtout, il faut activer le rate response, ça veut dire la réponse à l'effort. Et puis, on peut également avoir changé les amplitudes de stimulation de la sonde gauche, droite et atriale, la polarité. Et surtout ici, on va insister sur cette partie qui est euh, le vecteur qu'on veut utiliser pour la stimulation en fonction de la mesure. Et je rappelle, je pense qu'on va en parler, que nous avons un algorithme rapide qui s'appelle Vector Express qui permet de vérifier l'efficacité de tous les vecteurs avec leur seuil, avec leur euh, durée estimée en termes de batterie, de longévité de la batterie. Et puis nous avons la PVAR, nous avons surtout cette partie-là, qui sont le délai AVPIC et censé. Là, il faudrait être vraiment très 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 court et il faut activer le raccourcissement à l'effort, ça veut dire le rate response, pour avoir une stimulation biventriculaire la plupart du temps et pour ne pas avoir un rythme spontané associé. Et puis le seuil qui est un élément très primordial et qui va nous permettre de voir est-ce que nous avons une capture ou pas et à quel niveau. Et les seuils qui sont acceptés au moment de l'implantation, on sait très bien qu'on va accepter un seuil inférieur à 1,5 au niveau atrial, à 1 au niveau ventriculaire droit et inférieur à 3 volts parce que c'est une stimulation hépatique qu'il a acceptée au niveau ventriculaire gauche. Et puis, les seuils, c'est la même chose. Nous avons une courbe qui permet de voir ça. Et au niveau des tests, on peut faire ça et on peut aller vérifier les seuils. Généralement, il peut être vérifié de façon automatique. Sinon, on doit aller au test. On va chercher la partie threshold des seuils et puis on va choisir le la chambre étudiée et puis par la suite, on va avoir un mode VV en général et on va choisir par la suite est-ce qu'on va faire ça pour le ventricule droit, pour le ventricule gauche et voir le leadless pacemaker qui permet de faire ça. On peut le faire de façon automatique, autodécrément, comme vous le voyez ici. Et par la suite, on va vérifier, comme vous voyez ici au niveau de l'image on va voir l'apparition, euh, choisir le ventricule. On peut augmenter le nombre de pulsations ici. La fréquence doit être supérieure à la fréquence du patient. Et par la suite, on fait ça. Et vous voyez ici que ça diminue de façon progressive et on vérifie jusqu'à qu'on a une perte de capture. Et par la suite, on va définir le seuil pour ce patient et on peut revoir le GM
on peut le revoir et si on a des doutes, on peut le revoir pour déterminer le seuil. Je rappelle qu'il y a toujours une marge de sécurité qui est supérieure à 2 pour tout ce qui est ventriculaire droit, mais pour le ventricule gauche, parfois on n'est pas obligé d'aller vers x2 parce que euh, nous avons un backup ventriculaire droit pour ce patient s'il est en BAV et donc la stimulation gauche, on n'a pas besoin d'aller avoir deux marges. Et voici ce qu'on un strip un ECG qui va nous montrer que 1 volt ça stimule, ça donne un QRS, ça donne un QRS. Et qu'à 0,5 on a un spike sans capture et ça c'est on a perdu. Ça veut dire que le seuil n'est pas 0,5 mais le seuil il est à 0,75 volts fois 0,4 millisecondes. Le seuil, c'est toujours, il doit être représenté en volts et en millisecondes parce que on a besoin de ça. Et donc, c'est ce qu'on avait montré. Et je pense que les choses sont comme ça. Puis nous avons à la fin, c'est l'observation. C'est un canal qui permet de dialogue entre l'appareil et le praticien et qui va nous faire alerter, aller vers les épisodes. Et surtout ça, c'est le plot qu'il faut analyser en général de façon initiale, voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est en zone TV, est-ce que c'est sinusal, est-ce que c'est on est. Que vous voyez ici, là, vous avez quelque chose, les oreillettes, vous avez le ventricule et que vous avez quelque chose ici et, qui est en rapport avec ça. On va voir l'épisode, est-ce que c'est un choc qui est inapproprié, n'est pas approprié, il a démarré, comment il a démarré, comment il a fini. Et ça, peut-être on aura l'occasion, lorsqu'on va parler du défibrillateur, de voir ça. Et, et on va analyser les épisodes. Nous avons la possibilité de voir le plot qu'on va analyser en premier, puis par la suite, on va voir les EGM. Et puis à la fin, il faut vraiment le cardiac compact là qui va nous permettre de voir qu'est-ce qui se passe euh, en termes de suivi avec les mois. Et la deuxième partie, c'est l'optivol ou l'impédance thoracique également, qui va permettre également, ça c'est le cardiaque compass, qui va nous permettre de montrer la fréquence des arythmies, l'activité physique des patients, va nous montrer la fréquence cardiaque, les thérapies qui sont été reçues et surtout en termes d'insuffisance cardiaque, c'est l'optivol qui va nous montrer un peu qu'est-ce qui se passe en termes d'insuffisance cardiaque. Comme vous le voyez ici, c'est assez l'optivol il va mesurer une impédance thoracique moyenne des patients dans les jours normaux et lorsque ça augmente, au-delà de ça, on sait très bien que le patient est peut-être en décompensation, en insuffisance cardiaque et qu'il faut ajuster son traitement grosso modo. Et donc pour la fin, on va aller voir un petit peu, confirmer tout ce qu'on avait fait. Et en termes de stimulation biventriculaire, ici c'est très important, on a oublié d'en parler parce que il faut vraiment que la stimulation biventriculaire soit supérieure à 75, 60, 95%, pardon, 95%, voire proche de 100%. Et on peut également ajuster les thérapeutiques en termes de burst, en termes de rampe, en termes d'ATP, etc. On peut le faire ça, mais en général, les recommandations de l'HRS, elles sont suffisantes pour ces patients et je vous remercie pour votre attention.